YouTube, les secrets de l'univers enfin dévoilés. Alors merci d'assister encore une fois à notre vidéo numéro 4 qui aura pour thème « Notre cosmos est-il fractal ?» Mais tout d'abord, avant d'accueillir Monsieur Cosentino qui répondra donc à cette question, je vais vous rappeler sa biographie. Alors Monsieur Cosentino est diplôme universitaire en sciences physiques, enseignant en mathématiques et en physique, conseiller spécialisé dans les sciences de l'univers, conférences dans les villes universitaires, auteur de 2 livres sur les sciences de l'univers à compte d'éditeur, formation en astronomie et astrophysique, formation animateur planétarium sous le contrôle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, responsable d'une équipe internationale de sites pour réécrire une autre histoire de notre univers la plus proche possible des observations astrophysiques les plus actuelles et enfin chargé de la mission Révolution en cosmos. Alors désolé si vous entendez du bruit, mais il y a des enfants qui jouent dans ce parc. Étant donné que nous sortons de confinement, nous avons eu envie d'entrer à nouveau en contact avec la nature. Alors j'espère que vous apprécierez les oiseaux et les cris d'enfants. Voilà, mais je crois qu'on peut accueillir Monsieur Cosentino. Bonjour Monsieur Cosentino. Bonjour. Donc on fera avec les cris d'enfants. C'est Ce sera gai. C'est naturel. Exactement, c'est un parc, donc tout le monde a le droit de s'y promener. Alors voilà, j'ai dit à notre public que notre vidéo serait... je vous poserai cette question. On est d'accord? Donc, pourquoi parler d'un cosmos fractal? Eh bien parce que c'est une question récurrente dans l'univers de la cosmologie. Et bien entendu, vous deviez en parler. Alors, notre cosmos est-il fractal? C'est le thème de notre vidéo. Alors, première question, Monsieur Cosentino, les fractales ont-elles une histoire? Alors, une histoire qu'on peut étaler sur une centaine d'années. Donc on veut dire que relativement aux sciences de l'univers, c'est jeune. C'est jeune. Hein. Donc, oui. Donc, il y a bien une histoire. Alors, on peut citer quelques noms quand même, hein, parce qu'ils ont le mérite d'avoir ouvert des portes. Alors, Henri Poincaré, Cantor, Hawke, Peano, Julia. Je suis très content parce qu'il y a pas mal de... Ouais, je pense qu'on connaît plus Poincaré. Enfin, pour ma part. et oui, mais il y a beaucoup d'Italiens. D'accord, là vous êtes content. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc, à David Hilbert, donc, et surtout donc quelqu'un qui a vraiment rassemblé tout ça, donc qui est Benoît Mandelbrot, qui a rassemblé tout ça, et il s'est dit, mais pourquoi ne pas aller plus loin? Parce que les autres, ils avaient un désavantage, c'est qu'ils avaient des équations, mais ils n'avaient pas d'ordinateur, de manière globale. Hein. Et comme Benoît Mandelbrot, lui, il travaillait à IBM, il avait des ordinateurs de pointe, il a introduit les équations dans les ordinateurs, et là l'apparition des fractales avait tout un autre visage. Je n'en dis pas plus, ça c'est l'histoire des fractales qui s'étale sur un siècle. D'accord, alors je vais vous poser une question, je pense, qui sera intéressante, parce que veut dire le mot fractal en fait? Alors, le mot, dans le mot fractal, il y a le mot fracture. D'accord. Il y a le mot fracture. Alors, pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut dire par rapport à la racine de ce mot, fractal, fracture. D'accord, mais fracture de quoi? Alors, fracture de quoi? Alors, puisqu'on est d'abord en géométrie, on a parlé de Poincaré, Cantor, Peano, puisqu'on est donc en mathématiques, les mathématiciens, ils travaillent soit dans la dimension 0, soit la dimension 1, soit la dimension 2, soit la dimension 3. Bon, pour être un peu plus précis, si je prends la dimension 0 en mathématiques, c'est le point. C'est le point, il n'a aucun sens, ni même en physique, il n'a pas de sens. C'est le point. Dimension 0. Dimension 1, c'est une ligne droite. Je peux aller en avant ou en arrière. Dimension 2, c'est un plan. C'est-à-dire que là, je peux me déplacer sur une rotation de 360 degrés. Hein. Une vue panoramique, c'est en 2 plans. La dimension 3, c'est le volume. C'est-à-dire qu'il y a une longueur, une largeur, une hauteur. Une pièce, c'est un volume. Et jusqu'à maintenant, on parle de quoi? Dimension 0, dimension 1, 2 et 3. Ce sont des dimensions entières.
Alors que les fractales, ce sont les dimensions qui vont s'interposer entre les dimensions entières. C'est-à-dire que je peux avoir une dimension entre 1 et 2, ça peut être 1,5. Une dimension entre 2 et 3. Si je dis 2,7, ce n'est pas 2, ce n'est pas un plan, ce n'est pas 3, ce n'est pas un volume, mais c'est une dimension fractale. D'accord. Alors, nous sommes dans un parc, dans la nature. Est-ce que les fractales, M. Cosentino, peuvent se trouver dans la nature? Alors, bien sûr que la réponse est oui. Et j'ajouterais qu'avant, j'aime bien dire ça, hein, avant on se posait la question, mais où se trouvent les fractales? Oui. Maintenant, je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, maintenant la question c'est Où ne se trouvent-elles pas? où ne se trouvent-elles pas les fractales? Parce qu'elles sont partout. En fait. Mais Voilà. on ne le sait pas. Voilà. On peut même ajouter dans la question universelle. D'accord. Alors, vous pouvez citer quelques exemples? Alors, quelques exemples, hein, quelques. Oui, Hein. quelques. Rapidement. Quelques. Alors, donc du coup, on peut citer par exemple les poumons, la circulation sanguine dans les d'accord. poumons. Hein. Et les poumons, par le fait que c'est quand même un petit volume. Et les fractales exploitent les petits volumes pour en faire des grandes capacités. Alors, le cœur. Le cœur, c'est-à-dire par rapport au rythme cardiaque. Les oscillations sont donc fractales. On peut même discerner si certains ont des maladies ou pas. D'accord. Le champ magnétique terrestre. Alors, si on revient encore plus terre à terre, il y a les fougères. Ah oui, les fougères. Les fougères. Ça, oui. Je sais qu'il y en a Très qui- belles fougères, oui, c'est vrai. J'ai pris de belles photos de fougères. Alors qu'avant, on passait à côté. Sans les voir, ouais, effectivement. Donc voilà, donc ce qu'on peut encourager, nous, c'est de dire à notre public, hein, quand on se promène, il ne faut pas voir, il faut observer. Ça demande un arrêt et Oui, exactement. donc observons. Hein. Bien sûr, alors la fougère, pour prendre une explication rapide, hein, la fougère, d'abord on a une vue d'ensemble. Si on s'approche, eh bien on peut prendre une branche de la fougère. C'est l'image de la plus grande. Et si on en prend encore une branche plus petite, c'est l'image de la moyenne, c'est l'image de la plus grande. Alors on appelle ça en géométrie fractale itération. On fait des itérations. Hein. Soit des zooms vers le petit, soit des zooms vers le grand. Il est intéressant parce qu'on va parler tout à l'heure du cosmos. Il y a le show de Romanesco, mais le show de Romanesco, c'est pas la saison. J'aurais pu en avoir un. On fait avec les saisons. On fait les saisons. Le show de Romanesco, c'est automne. Il faut attendre la saison de l'automne. Hein. Sinon, ben, on mettra une diapositive ou on encourage à aller sur Internet. Hein. Et depuis, je dirais, depuis 3-4 mois, notre système solaire. Mais s'il était tout seul, on ne pourrait pas y avoir grand-chose. Mais il y a d'autres systèmes dans lesquels on trouve une valeur qui s'appelle la quinte en musique, qui est donc de 1,5. Vous voyez, c'est pas 1, ce n'est pas 2, 1,5 qui est une quinte. Et on la retrouve dans le système solaire et dans d'autres systèmes dans l'univers. Mais on a prévu une vidéo sur le système solaire, et ça sera l'objet d'une autre vidéo. Ah, là, je me retiens. Hein. Voilà, donc je vous pose la quatrième question déjà. Les fractales sont-elles utiles? Et dans quel domaine pratique pouvons-nous explorer davantage les propriétés des dimensions fractales? Là, on rentre dans un des points forts de notre vidéo, c'est que voilà, les fractales, on vient de le voir, elles sont globalement universelles. Si la nature donc les a mis en exergue, hein, c'est que dans la nature, rien n'est inutile. Hein. Rien n'est inutile. Au moins pour la beauté des yeux, au minimum, au moins pour la beauté des yeux. Mais on s'est rendu compte d'une chose par rapport aux fractales, c'est qu'on peut construire, vu qu'on a un problème majeur aujourd'hui, hein, qui est l'avancement des mers, des océans, on peut construire des barrières fractales pour faire obstacle à l'avancement des mers. Bon, mais là, on va en dire un peu plus, mais pour l'instant, il ne s'agit que de propositions. D'accord. Parce qu'on a constaté que dans les côtes bretonnes, etc., donc l'avancement des mers fait la corrosion. Donc pour l'instant, on ne fait que des propositions. On est d'accord. Hein. Alors là, vous avez sûrement toute l'attention du public parce que
l'avancement des mers et des océans, c'est vraiment un problème qui préoccupe de plus en plus de personnes dans le monde, étant donné que 500 millions, je dis bien 500 millions de personnes sont concernées par l'avancement des mers et des océans. Exactement. Exactement. Alors, nous allons citer quelques exemples. Oui. On a parlé assez souvent Venise, de la ville de Venise. Oui. Ville de Venise, où franchement on commence à dire qu'elle a les pieds dans l'eau. Oui, bah ça, oui. Les pieds dans l'eau. Ça monte de plus en plus. Voilà. En plus, les eaux sont polluées. Elle l'était moins pendant le confinement. Effectivement. Mais c'est bien de le rappeler, hein, parce que parfois il ne faut pas grand-chose. Mais... Alors Venise, donc, dont une des responsables des problèmes liés à la ville de Venise, qui sont au moins 3 ces problèmes-là, c'est Madame Monica Ambrosini. Alors, quels sont les 3 problèmes majeurs que vit Venise en ce moment? Alors bien sûr, il y a le problème industriel. Oui. Il y a le problème du patrimoine. Parce qu'un patrimoine qui est envoyé par l'eau, et bien sûr la pollution de la lagune. Parce que vu donc le nombre de croisières, de touristes, etc., et sans parler bien sûr de l'avancement des mers, donc c'est une ville qui vraiment donc a un énorme défi. C'est comment on dit, Venise sous les masques, mais là ça c'est plutôt Venise sous l'eau. Espérons qu'on puisse regarder le plus longtemps possible, c'est tellement une belle ville. C'est vrai, c'est magnifique, c'est quelque chose qui est magnifique. Nous pouvons parler aussi en France, donc dans le midi de la France, de Bauduc. C'est chez nous. Et il y a un conservatoire donc, du littoral, dont il y a eu un dossier sur Thalassa le 25 mars 2019. Donc j'ai pris des notes. Alors c'est bien qu'il y a des conservatoires du littoral et tout, mais nous dans cette vidéo on voudrait quand même donner cette info, que vu qu'on fait des propositions de barrières fractales, eh bien ça vaut le coup d'expérimenter, ça vaut le coup d'essayer. Au moins que parce que tôt ou tard on ne peut pas empêcher l'avancement des mers, mais au lieu que les gens affrontent le problème d'ici un an, eh bien, si ça peut être reporté de 10 à 15 ans, c'est déjà énorme. C'est déjà ça, bien. Voilà, donc c'est une question juste de temps, donc je dirais à long terme. Alors que là, on a plutôt des problèmes à court terme. Alors on propose ces barrières fractales, si c'est possible, à travers donc, les architectes, les ingénieurs, donc de passer à des choses expérimentales. Alors pour dire que sur les côtes donc, bretonnes, on a constaté une chose qui pour l'instant est empirique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'expérience, mais on constate, mais on ne comprend pas. D'abord c'est l'érosion qui forme les côtes. Et on a constaté que l'érosion s'arrête lorsque la forme des côtes devient fractale. Une fois que la côte est fractale, c'est plutôt elle qui arrête la mer. Mais on répète, c'est empirique, il faut expérimenter. Donc on n'est pas là pour dire dans l'absolu, voilà, nous avons la solution, mais plutôt, il est possible que ce soit des solutions, mais il faut donc les expérimenter. Alors, en France, nous avons un spécialiste qui est M. Bernard Sapoval. Alors lui, il s'occupe de tout ce qui est donc construction de murs, fractaux, on a envie de le dire. Oui, c'est vrai. On a envie de le dire parce que... À géométrie fractale, on va dire. Voilà, des murs à géométrie fractale, qui absorbent, comme les côtes absorbent la puissance des vagues, eh bien ces murs à géométrie fractale absorbent le bruit au niveau sonore. Alors, pour ceux qui veulent après, bien sûr, avoir des renseignements, il faudrait qu'ils m'écrivent sur ma boîte mail. Voilà, Alors, mario.cosentino@hotmail.fr. D'accord. Alors, c'est vrai qu'après mon nom, il faut bien l'écrire, Cosentino. Et une dernière idée,
ça serait bien aussi, si on essaie de couper sur la nature, hein, de construire des ports ou des baies à géométrie fractale. Toujours l'idée de cette forme fractale qui semble être une solution, entre guillemets, une solution peut-être à creuser. À creuser, hein, voilà. La 5e question. Alors pourquoi vouloir appliquer les fractales à notre univers peuplé de milliards d'étoiles, de milliards de galaxies? En somme, pourquoi vouloir appliquer les fractales à notre cosmos? Ce qui nous amène à notre question importante, qui est le thème et le titre de cette vidéo numéro 4. Notre cosmos est-il fractal? Eh oui. Notre cosmos est-il fractal? La question maintenant est légitime. Selon nous, on va se poser la question, où ne sont pas les fractales maintenant, où sont les fractales? Alors, si et seulement si, les fractales, on les trouve dans l'infiniment petit, je dirais même après dans ce qu'on appelle le microcosme, voire après donc ce qui est entre le microcosme et le macrocosme, c'est à notre échelle. Alors, si les fractales sont dans le microcosme, pourquoi ne seraient-elles pas dans le macrocosme? Donc, si on fait, comme on appelle en science, une extrapolation à l'univers. Pourquoi l'univers ne le serait-il pas donc, en cette géométrie fractale? Et la question, maintenant, nous ramène à des expériences de laboratoire, qui est donc celle-ci. À l'École polytechnique donc, de Paris, on prend des métaux et on crée de la corrosion dessus. Et on laisse évoluer la corrosion. C'est sûr qu'à un moment donné, la corrosion s'arrête. Et on regarde la frontière. Et cette frontière, elle est fractale. Alors, si nous, on extrapole maintenant ceci à l'univers. Si notre univers, notre cosmos est fractal, ça peut très bien nous justifier une question qui est celle-ci. Si notre univers est fractal, est-ce que l'expansion peut-elle se faire indéfiniment? Tout comme la corrosion, peut-elle se faire indéfiniment? Bon, c'est juste une idée que la corrosion s'arrête lorsque la frontière devient fractale. Et si notre cosmos est fractal, à un moment donné, lui aussi, il doit arrêter quelque part de s'agrandir. Là, il y aurait vraiment beaucoup à dire sur l'expansion de l'univers. Hein. Alors, sur la fractalité donc, de l'univers, alors évidemment, ce sont des recherches sur la cosmologie fractale qui sont encore timides. Mais de temps en temps, il y a des équipes de chercheurs qui font part de leur trouvaille. Hein. La toute dernière, elle date du 15 juin 2020, par un mathématicien qui est très connu, c'est John Barrow, donc de l'université de Cambridge. Bien lui, il vient d'intituler son article « Univers multifractal ». Moi, je parle de fractalité, lui, il parle de multifractal. Et c'est très intéressant de voir que de plus en plus, des chercheurs se tournent vers cette idée d'un univers fractal. Alors après, bien sûr, tout va dépendre si on est bien formé à l'université. Je ne veux pas dire qu'on est mal formé à l'université, hein, mais c'est une discipline qui est encore très timide, la fractalité au niveau cosmologique. Donc, si notre cosmos est fractal, M. Cosentino, quelle est la valeur de la dimension fractale de notre cosmos? J'ai une autre question. Comment savoir que votre valeur fractale cosmique est, selon vos travaux de recherche, la plus plausible selon la rigueur de la démarche scientifique? Bien, alors, la première question, c'est tout simple. La dimension fractale, dont on fait une hypothèse, hein, il serait fractal, alors non pas que la dimension 2, parce que ça serait un plan, ni 3, parce que bon, on a affaire à un volume, c'est une dimension qui est entre 2 et 3. Alors la valeur, c'est 2,726. Ça vaut le coup de répéter. Oui. 2,726 avec des points de suspension, voulant dire que c'est du valeur mathématique qui continue, donc on ne sait pas jusqu'où. Donc ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, alors on peut retenir chez le public 2,7. D'accord. Pour plus de renseignements, renseigner sur Internet. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se renseigner, ça vaut le coup. Pense, hein. Et de marquer éponge de Menger. Éponge de Menger. Hein. M-E-N-G-E-R, pour ceux qui veulent se renseigner. Alors, 7e question. Très bien. Déjà. Alors, selon vos travaux de recherche, comment est-il possible de savoir qu'un objet ou une chose a bien une dimension fractale? Alors, ça, c'est la question, comment dire,
euh, qui, qui est, qui est scientifiquement logique. En science, il faut toujours se poser des questions logiques. Je dis souvent, le jour où en science on ne se posera pas de questions, on se posera plus de questions, la science est en danger. Hein. Donc, se poser des questions. Alors, pour aller à l'essentiel, ici, voilà, rien de nouveau pour ce genre de sujet, bien d'avoir des objets pédagogiques. Alors, ici, nous avons l'éponge de Menger. Vous voyez, on a l'impression que c'est un volume, ce n'est pas un volume. Il est dans un volume, mais elle-même n'occupe pas un volume, donc au sens classique du terme. Alors, dans cette éponge de Menger, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a, alors on va dire des trous, hein, donc il y a un gros trou, il y a des moyens trous et des trous plus petits. Mathématiquement, ça peut aller à l'infini, mais pas en physique. Pas en physique. Alors, pour répondre à la question, comment savoir si une dimension est fractale ou pas? C'est-à-dire, ça peut être la dimension du Soleil, ça peut être la stature de Madame Folliero, hein, 1m80 par exemple. Oui, j'en suis loin, mais on va dire ça. Voilà, moi à 2m10 par exemple. Voilà, alors la question est celle-ci. Cette dimension de 1m80, est-ce que je peux la rentrer dans un des trous? Si cette dimension se loge bien dans un des trous, c'est une dimension fractale. Si par contre elle ne se loge nulle, ce n'est pas une dimension fractale. Alors, moi 2m10, ça va, j'ai mon 3 à moi. Bon, voilà, donc on répète, hein, ça nous sert finalement, l'éponge de Menger nous sert un peu de norme, de calibrage. Ça rappelle un peu les pommes. Malheureusement, elles sont calibrées, alors qu'on pourrait les manger. Hein. Une pomme, où elle est admise, ou elle n'est pas admise, où elle passe, ou elle ne passe pas. Hein, d'accord? Donc, le Soleil. Alors, le Soleil, notre Soleil, il a un diamètre bien défini. Est-ce que le diamètre du Soleil, qui est une dimension, hein, est-ce que le diamètre du Soleil se loge dans un de ces trous? Si oui, c'est que le diamètre du Soleil est fractal. Sinon, c'est que son diamètre n'est pas fractal. Alors, je l'ai positionné. Oui, j'ai vu. Oui, je l'ai vu aussi. Le Soleil, voilà, la Terre tourne, le Soleil. Voilà. Eh bien, vous voyez, ce qu'il y a ici en rouge, eh bien, c'est notre Soleil. En jaune? Rouge, ah oui, c'est rouge. Jaune. Jaune, ça c'est le Soleil couchant. Voilà, oui. Alors, le Soleil jaune, que vous voyez ici, il se loge à la perfection. Voilà. Donc, conclusion, le diamètre de notre Soleil, il est fractal. Mais il n'y a pas que le Soleil. Mais là aussi, c'est pareil. Donc, il y a l'électron, il y a d'autres objets qui se logent dans l'éponge de Menger. Alors, ma question, c'est quel est l'avantage que le Soleil soit dans une cage comme celle-ci? Alors, puisque le Soleil a une dimension fractale, qu'il est donc en guillemets dans une cage, eh bien, il ne peut pas enfler, il ne peut pas s'expandre. Il voudrait s'expandre, il ne le peut pas. Parce qu'une hypothèse veut que notre Soleil devienne une géante rouge. Vous voyez, je fais le geste. Hein. Le Soleil, il va arriver à un moment où il va gonfler, gonfler, jusqu'au point d'embraser la Terre. La Terre, bien sûr, elle est pleine du système solaire. Et en s'embrasant, il devient une géante rouge, donc il va exploser. Donc là, c'est cataclysmique, c'est la fin du Soleil. Bien sûr, la Terre, elle partira bien avant. Alors voilà, donc pour dire que la cage, en guillemets, de cette dimension fractale, c'est une hypothèse, hein, peut très bien empêcher que le Soleil devienne une géante rouge. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Oui. Vu sous cet angle-là. Hein. Oui. Voilà, donc je crois qu'on a répondu à la question comment reconnaître, comment savoir si une dimension est fractale ou pas. Et pour le cas du Soleil, est-ce qu'il a bien une dimension fractale? Oui. Et comment dire, et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne devient pas, dans cette hypothèse-là, il ne deviendra pas une géante rouge. D'accord. Et on en parlera un peu plus dans une prochaine vidéo. Bien sûr. Alors là, on va aborder une nouvelle rubrique.
c'est une question, Monsieur Cosentino. Quelles sont les bonnes nouvelles du ciel? Alors, il y en a beaucoup, il y en a de nombreuses. D'accord, mais on ira vite. Oui, oui, oui. Oui, on a voulu ajouter cette nouvelle rubrique donc, dans notre série de vidéos, parce que maintenant, les bonnes nouvelles affluent vraiment, 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 donc en grand nombre. Difficile de toutes les gérer par des vidéos. Donc, on donne quelques infos, et puis on verra au fil du temps quelles sont celles qui vont devenir prioritaires, qui sont l'objet d'une vidéo. Alors, la première. Alors, bonne nouvelle, là il faut savoir dans quel contexte. Bonne nouvelle pour nos prévisions, mauvaise nouvelle pour la cosmologie standard. pour la cosmologie standard. Parce que qui dit bonne nouvelle, il faut relativiser. Écoutez, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Exactement, exactement. Alors aujourd'hui, pour résumer, il y a le modèle de la cosmologie standard dominante. Donc, là aussi c'est pareil, on ne peut pas entrer dans tous les détails. Et qui est basé sur l'expansion de l'univers. Or, cette expansion de l'univers, quand on parle d'expansion, on parle de vitesse. Je peux très bien m'expandre lentement, je peux très bien m'expandre très vite. Or, aujourd'hui, il y a une incohérence catastrophique, puisqu'il n'y a pas de cohérence dans cette vitesse d'expansion. Ça va de 68, alors je laisse tomber les unités parce que c'est des unités assez spéciales qu'on appelle la valeur de la constante de Hubble, le mètre. Ça va entre 68 et 75. Mais quand même, cette valeur, pour aller à l'essentiel, elle donne un âge global de l'univers. C'est là le problème, c'est que cette valeur-là donne un âge global de l'univers. Or, si on prend 68, c'est un univers qui est donc trop vieux, 75 est trop jeune. Et comme les tendances, ça va vers 75, c'est-à-dire qu'on a un univers trop jeune, qui pourrait être daté de 11 milliards d'années. Le problème, c'est que les étoiles, elles en ont 13. Ah oui, donc c'est pas possible. Donc on revient à ce fameux problème, ce paradoxe, que si les étoiles sont les filles et que l'univers est le papa, C'est pas possible. les filles sont plus grandes que le père. J'en dis pas plus. D'accord. Donc ça, c'était la première nouvelle. Pour, La deuxième nouvelle, pour nous. pour nous. La deuxième bonne nouvelle Ah, pour nous. Alors, la deuxième bonne nouvelle. Alors également. la deuxième bonne nouvelle, c'est concerne les paramètres de l'univers, concernant la masse. Parce qu'il y a la masse baryonique, la masse de la matière noire, la masse de l'énergie. Alors, pour aller à l'essentiel, selon nos prévisions, eh bien, les valeurs qu'on observe aujourd'hui tendent vers nos prévisions à nous. Une qui vient d'être annoncée qui est de 5,1%, ce que nous on a dit 5%. 5% pour ce que nous on a prédit et 5,1% ce qui a été observé et annoncé. Bon, alors je passe les deux autres valeurs parce que ça fait l'objet d'une autre vidéo. Troisième bonne nouvelle. Troisième bonne nouvelle, c'est que notre univers, on observe qu'il a un axe. Un axe. Par contre, ils n'osent pas dire que cet axe peut s'expliquer par un univers qui tourne. Ils n'ont pas été plus loin. Ils ont dit voilà, nous on constate que dans l'univers, il y a une orientation privilégiée. Alors, qui dit orientation privilégiée, on a le droit de se poser la question, et si notre univers justement se met à tourner autour de cette orientation privilégiée? En tout cas, il y a un axe. Ce n'est pas la première fois que des équipes de recherche mettent. Et notre univers, bien sûr, il est anisotrope. C'est l'idée importante. Que aussi sur une constante de structure fine. On en parlera spécialement dans une, voire même dans notre CDD en décembre. Oui, ça c'est en décembre. C'est une Dans conférence. cette constante de structure fine, est-elle constante ou pas? Or, on vient d'observer que selon une orientation, elle est constante, et selon le plan qui est perpendiculaire, elle est à valeur inférieure et à valeur supérieure. Donc, petite valeur, grande valeur, donc variable. Par contre, elle est constante sur un axe perpendiculaire. Ça, c'est très intéressant pour nous. D'accord. On a entendu parler de l'univers parallèle, se disant un second univers. Et aussi quelque chose qui est une épine dans le modèle standard, c'est ce fameux grand mur qui s'appelle Hercule couronne boréale. C'est un grand mur composé de galaxies. Ce mur, il fait presque 1/6 de la dimension de l'univers, c'est énorme. Ça casse l'homogénéité. Et en plus, très près du Big Bang. Donc là, il y a des énormes problèmes qui font qu'aujourd'hui, la cosmologie standard dominante est en crise cosmique, voire même qu'elle est passée
panne cosmique, D'accord. ce qui est le signe que certainement bientôt ça va être la révolution cosmique. D'accord. Très bien. Voilà, cher public. Voilà toutes ces bonnes nouvelles qu'on détaillera dans d'autres vidéos. Bien sûr, bien sûr. D'accord, là c'était un petit peu à la volée, mais très bientôt une vidéo viendra Voilà. expliquer, détailler toutes ces bonnes nouvelles du Voilà. ciel. Pour nous l'essentiel aujourd'hui, c'est de dire voilà, cette piste de cosmos qui soit fractale, bien, il faut l'explorer. Il faut l'explorer parce qu'il n'y a aucune raison qu'elle soit quasiment universelle sur Terre et qu'elle ne le soit pas au ciel. Très bien. Monsieur Cosentino, merci Donc, pour toutes ces réponses à mes questions. oui, avec la devise. Espérons que nous avons été très clairs. Et notre devise, bien sûr, on ne termine jamais une vidéo sans cette devise. Voilà, qui vient de notre modèle d'univers, hein, c'est pas une philosophie. Hein. Cher public, la devise de notre modèle d'univers, de New Big Bang Fractal, c'est pas de mort thermique pour notre univers. Ben, je vous souhaite donc bonne continuation et merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Merci Monsieur Cosentino. C'est moi. À Merci. bientôt. Voilà, bien cher public, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis pour cette vidéo numéro 4 sur notre cosmos est-il fractal. J'espère vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo, pour plus d'explications, encore plus intéressantes. Et en attendant de vous retrouver, et encore merci pour votre fidélité, je ne peux vous dire qu'une chose, gardez bien la tête dans les étoiles. À très bientôt.